Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous vous portez bien. Cette drôle de période dans laquelle nous sommes plongés en est une de confrontation d'opinions. Faites vos propres recherches, ce n'est qu'une grosse grippe. Vous l'avez lu comme moi ou entendu des messages sur les réseaux sociaux, dans vos courriels ou auprès de vos amis qui remettaient en question l'importance de la crise sanitaire que nous traversons. Un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec, mené auprès de 1000 Québécois, soutient que près d'une personne interrogée sur 4, soit 23% des répondants, croit que le coronavirus aurait été créé en laboratoire. Plus, le tiers des répondants étaient d'avis que le gouvernement leur cachait quelque chose. Une autre étude allait un petit peu dans un sens plus rassurant en affirmant que près de 90% des Canadiens font tout de même confiance aux experts en santé publique devant les Belges ou les Américains, ce qui est très rassurant. Il est vrai que les complots et les conflits d'intérêts, ça existe, et la science n'y fait pas exception. Il est sain de se questionner, de douter, de critiquer. Pourtant, la crise sanitaire agit un peu comme un révélateur de fausses croyances de toutes sortes, comme nous allons le voir à cette émission. Ce phénomène révèle aussi l'importance du dialogue entre les scientifiques et le public. Réécoutez à ce propos notre première émission de la saison. Alors, comment instaurer un dialogue basé sur le respect de la divergence, tout en tentant d'établir la véracité des faits? Ce que nous allons voir tout de suite, restez à l'écoute. Pour parler de croyances et de théories du complot en temps de pandémie, mais également de la place des médias et des messages scientifiques qu'on communique, je rejoins Marie-Ève Carignan, professeure agrégée au département de communication de Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle média de la chaire UNESCO de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour. Bonjour. Je rejoins aussi Ève Dubé, anthropologue médicale à l'Institut national de santé publique du Québec et auteure d'une étude Pandémie, croyances et perceptions dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. À Montréal, il y a quelques semaines, près de 10 000 personnes ont manifesté contre le port du masque obligatoire à l'intérieur des lieux publics. Et déjà, les messages appellent sur les réseaux sociaux à se méfier des futurs vaccins, ce qui risque de nuire à une future campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. J'aimerais tout d'abord savoir comment les fausses croyances peuvent nuire à la santé des individus, mais aussi à la santé publique. Peut-être Madame Dubé pour commencer. Oui, bien, en fait, mon champ de recherche habituel, c'est la vaccination. Donc, plusieurs études ont démontré, y compris au Québec, que plus on croit à des fausses nouvelles ou plus on croit à certaines fausses informations, moins on fait confiance à la science et plus on est méfiant envers les vaccins. C'était démontré aussi, c'est souvent on va alléguer la pensée complotiste, la pensée irrationnelle, mais ce qu'on voit aussi, c'est que théories-là, ou ces fausses croyances-là, ou ces mythes, ces perceptions-là, elles sont partagées par quand même un nombre suffisant de personnes qui fait en sorte qu'on peut nuire on sait avec les vaccins qu'on doit atteindre des hauts taux d'adhésion dans la population. On parle de 90% de la population vaccinée pour générer une immunité de groupe. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près le tiers des gens ont une certaine méfiance envers les vaccins. Donc, ça a des impacts directs là, sur la prévention des maladies, la protection de la population. Oui, professeur Carignan, vous êtes d'accord que les fausses croyances peuvent nuire et à l'individu, mais aussi plus largement au groupe, à la société? Certainement, on a publié la semaine dernière des premiers résultats d'une étude internationale qu'on a menée avec des collègues en santé publique et en politique notamment. Et ce qu'on voyait, entre autres, une des questions qu'on a posées à l'international, c'était « Seriez-vous prêt à recevoir un vaccin qui serait homologué par la FDA s'il serait disponible? » Et on voyait vraiment qu'environ, là, à ce moment-là, c'était des données collectées début juin. À peu près 70% des Canadiens, un petit peu plus, étaient prêts à recevoir le vaccin. Par contre, dans la proportion qui disait « Non, je suis pas prêt à recevoir le vaccin », on voyait un lien qui était très significatif statistiquement entre ceux qui croyaient à des énoncés complotistes, donc il y avait une vision complotiste des choses, et le fait qu'on soit réfractaire au vaccin.
vos vaccins. Ça nous laisse vraiment croire que, justement, plus qu'on adhère à une vision complotiste ou à des fausses nouvelles, il y a une méfiance envers les autorités de santé publique qui s'installe, il y a une méfiance qui s'installe envers les politiques, et cette méfiance-là aussi, a une répercussion qui va faire en sorte qu'on va être moins d'accord avec les mesures de santé publique, moins enclin à les appliquer, et ça peut avoir un impact aussi sur l'approbation à la vaccination. Oui, tout à fait. Les croyances et les perceptions jouent un rôle majeur dans l'adoption de comportements de santé sains et des risques que les gens prennent ou pas face aux maladies et à leurs proches aussi, qui mettent à risque à leurs proches, et ce qu'ils relaient sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que c'est la faute à Internet? Madame Dubé? C'est une bonne question. Souvent, on va invoquer l'information sur Internet comme la cause de tous les maux dans la société. En fait, je dirais que souvent, ce que les études illustrent, c'est que le fait d'avoir, il y a un biais de confirmation. Je pense qu'on va chercher l'information qui correspond à nos valeurs, nos intérêts, à ce que l'on croit. Donc, c'est plus plus on est méfiant vers les vaccins, plus on va tendre à naviguer sur des sites contre les vaccins, par exemple. Et c'est pas nécessairement parce qu'on va recevoir de l'information dans les médias sociaux, sur Internet, qui va nous convaincre d'adopter. Puis il y a tout le phénomène aussi des normes sociales. Donc, le fait d'être entouré de gens qui partagent certaines croyances va faire en sorte qu'on va être plus enclin à y croire. Donc, je pense qu'il y a encore un rôle important de notre réseau. Ça peut être le réseau social en ligne, mais c'est aussi le réseau social dans la vraie vie qui va beaucoup influer sur nos perceptions, nos croyances, puis nos comportements ultimement. Oui, professeur Carignan, l'Internet joue quand même un rôle dans ce qu'on croit et ce qu'on propage? L'Internet joue un rôle, mais c'est-à-dire que les fausses nouvelles, les thèses complotistes, la méfiance n'est pas apparue avec Internet. Internet est vraiment un facteur de facilitation pour propager ces nouvelles-là. Mettre des gens en contact avec d'autres qui ont la même vision des choses, ça peut favoriser le fait de créer des groupes qui vont vraiment entretenir une vision complotiste, partager de la documentation. Il y a aussi tout le rôle que va jouer les algorithmes sur différents réseaux sociaux qui vont faire en sorte que lorsque les gens commencent à s'intéresser à un certain type de fausses nouvelles ou de discours complotistes, on va lui offrir d'autres contenus qui vont un peu le faire entrer dans une spirale où il va vouloir approfondir cette vision-là. Certainement, Internet est donc un facilitateur, peut propager davantage de fausses informations, mais c'est pas avec Internet que ce phénomène-là est apparu par contre. Oui, je seconde. En cette période troublée, on observe un regain des théories du complot et des fausses croyances. Des sondages nous montrent qu'un nombre croissant de Québécois y adhèrent et font moins confiance au gouvernement et aux messages de la santé publique qu'au printemps dernier. Ceux qui adhèrent aux théories du complot, c'est tout de même loin d'être la majorité des Canadiens. Près de 90% des Canadiens font confiance aux experts en santé publique, ce qui est quand même rassurant, n'est-ce pas, Madame Dubé? Oui, tout à fait. Puis en fait, il faut se montrer prudent. On a publié là, à l'INSPQ un feuillet sur cette question-là. Je pense que le fait d'être en accord avec un énoncé qu'on peut associer de près ou de loin à une pensée complotiste, ce n'est pas nécessairement le fait qu'on est fortement ancré dans cette pensée-là et qu'on est un complotiste. Je pense que c'est normal dans une période comme la période que l'on vit actuellement, où est-ce qu'il y a toutes nos vies normales ont été bousculées. Le cours des choses, il y a plusieurs enjeux, il y a beaucoup d'incertitudes aussi, la science évolue constamment, des nouvelles informations, donc c'est normal d'être un peu incertain puis d'être un peu méfiant. Je dirais même que c'est sain de pas croire nécessairement d'emblée tout ce que l'on voit. Il faut distinguer là, être certains inquiets ou en accord avec certaines affirmations dans des sondages et les réels complotistes qui, là, c'est toute une vision du monde très, très particulière. Et donc, c'est rassurant de voir que la majorité des gens adhèrent encore aux recommandations du gouvernement, font encore confiance à la santé publique. Puis c'est ça le message qu'il faut rappeler aussi pour justement jouer sur la norme et rappeler aux gens que le masque, là, il est peut-être contesté dans des manifestations, mais quand on va dans des commerces, la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des gens le portent. Là. Donc, la norme maintenant, c'est de porter le masque. Oui. Professeur Carignan, est-ce qu'on peut chiffrer les sceptiques et ceux qui adhèrent aux fausses croyances? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Mais c'est sûr qu'à certains moments, on peut faire des études qui vont nous donner un portrait de la situation. Il faut savoir que la situation évolue et pas fixe dans le temps. Et puis, ce portrait-là est dépendant des réponses que les gens nous ont données à un moment précis. Mais ça nous donne quand même une bonne indication à quel niveau on peut avoir une adhérence ou pas à une vision complotiste ou à des fausses nouvelles.
Oui, c'est informatif en fait. Madame Dubé, dans les sondages menés par l'INSPQ, on peut y lire qu'un répondant sur 3 trouve que les médias exagèrent à propos de la pandémie. Quelles sont les croyances et théories du complot les plus partagées par les personnes interrogées? Bien, ce qu'on voyait, c'est pas nécessairement très dans la pensée complotiste, mais plus une méfiance, justement, que les médias exagèrent par rapport à la COVID, qu'on veut nous faire croire que la maladie est plus grave qu'elle ne l'est réellement. Puis encore là, ça reflète aussi certaines positions dans les médias traditionnels qui sont un peu mitigées, avec des experts qui vont dire que c'est pas pire que la grippe saisonnière, par exemple, puis d'autres qui vont les contredire. Puis l'autre affirmation qui était le plus partagée par les répondants à nos sondages, il faut se rappeler que c'était en mai dernier, donc à un certain moment dans le temps aussi, c'est le fait que le gouvernement cache l'information par rapport à la pandémie. Puis là encore, c'est pas nécessairement une pensée complotiste que de croire ça, parce que dans les faits, je pense qu'on apprend souvent... L'histoire nous démontre que le gouvernement cache effectivement des choses et va divulguer des informations plus tard pour toutes sortes de raisons qui peuvent être justifiées ou non, mais donc c'est pas tant dans la pensée complotiste. C'est d'autres affirmations comme le lien avec les tours du 5G étaient partagées par des beaucoup plus petites proportions là, des répondants au sondage. Oui, il y a l'usage du masque qui est un peu le symbole de cette méfiance envers les discours des gouvernements et de la santé publique. Les perceptions sur le port du masque ont d'ailleurs changé avec le temps, Madame Dubé. Tout à fait. Donc, alors qu'au début de la pandémie, le masque était recommandé, mais on insistait beaucoup plus sur d'autres mesures de prévention comme le lavage des mains et la distanciation physique. Là, les gens étaient plus incertains par rapport à l'utilité du masque. On a vu par contre que ça augmentait. Puis dans les derniers résultats, c'est près de 90% des répondants qui considèrent que le masque permet de protéger les autres personnes de la COVID, ce qui reflète là, l'état des connaissances scientifiques actuelles, puis à peu près 70% qui affirment que le masque les protège eux-mêmes, ce qui est aussi très aligné avec les évidences scientifiques, là, ou ce que l'on sait en ce moment. Oui, professeur Carignan, est-ce que vous êtes penché sur le masque aussi dans vos études? Pas sur le masque directement. Par contre, plusieurs éléments qui ont été mentionnés dans l'étude de l'INSPQ qu'on avait aussi évoqué dans notre étude en avril et celle qu'on a administrée en juin. Et les résultats de juin vont un peu dans le même sens que les résultats de l'INSPQ, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment que les gens croyaient davantage que le gouvernement pouvait cacher des informations, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on adhère à des théories complotistes à ce moment-là. C'est une méfiance qui peut parfois être naturelle, lié au fait que le gouvernement nous dit pas tout nécessairement, mais nos données démontraient vraiment un fort lien entre cette croyance-là puis l'adhésion à d'autres énoncés complotistes. Ce que ça nous permettait de voir, c'est que ceux qui croient finalement qu'il y a vraiment un complot ou des éléments cachés, ben c'est très fort puis font vraiment un lien entre leur vision des choses dans différents énoncés. Donc, ont tendance à davantage croire que le virus a été fabriqué en laboratoire, que peut-être les pharmaceutiques sont impliqués dans une proportion moindre, mais quand même présente. Là, il y a tout l'élément de la 5G. C'est donc une vision qui est quand même assez organisée, mais qui reste marginale. C'est une faible portion de la population, même si elle est importante assez pour qu'on s'en préoccupe. On parle, selon les données, d'une personne sur 4, une personne sur 5. C'est quand même beaucoup. Ça s'est fait rapidement, mais c'est pas tout le monde qui adhère à cette vision-là. On a tendance à penser parfois qu'ils sont plus nombreux parce que, justement, dans les manifestations anti-masques, sur Facebook, sur les médias sociaux, ils se font entendre fortement. Ils sont très présents, très bruyants. Et c'est là qu'on a l'impression que leur place en société est très grande. Oui, ce phénomène révèle peut-être combien la méthode scientifique et ses résultats sont encore mal compris. Que peut-on faire? Comment renouer le dialogue avec des personnes qui doutent et qui élaborent les théories du complot, même si elles ne sont pas nombreuses? Mais c'est une bonne question. En effet, on voit vraiment que les gens qui adhèrent davantage à cette vision des choses-là sont très méfiants envers les autorités, quelles qu'elles soient. Donc, pas seulement politiques, mais aussi scientifiques, les médias, les chercheurs. Et c'est certain qu'il y a une méconnaissance de comment fonctionne la science qui nous amène à croire qu'il faudrait davantage peut-être inculquer dès le secondaire des cours qui vont permettre de comprendre comment fonctionne la recherche scientifique, mais également aussi la recherche médiatique. C'est quoi le rôle de journaliste? Qu'est-ce qu'il fait de façon professionnelle? Cette éducation-là aux médias est très importante pour faciliter peut-être le choix des sources d'information ou mieux comprendre comment elles fonctionnent. On voit d'ailleurs dans nos données que l'éducation, pas dans toutes les recherches, mais souvent on voit que c'est un facteur. Le fait d'être allé à l'université développe une certaine méfiance, un sens critique qui permet peut-être de contrer
la désinformation et les théories du complot. Ce sens critique-là est très important. Et pour les chercheurs, ben c'est sûr qu'il y a tout le défi aussi d'aller vulgariser la science, faire comprendre la recherche, justement aller dans les médias, aller parler publiquement. Mais c'est parfois un défi de temps et puis d'énergie pour les chercheurs en question. Oui, Madame Dubé, de toute façon, la science évolue. Depuis le printemps dernier, on a appris beaucoup, on s'est trompé aussi très certainement, on s'est beaucoup remis en question. Tout à fait. Puis je seconde complètement professeur Carignan dans le sens que c'est important de miser sur l'éducation des jeunes générations, la vulgarisation scientifique, mais aussi il y a peut-être un lâcher-prise que l'on doit avoir par rapport à une certaine minorité, une portion très marginale de la population qui adhère fortement à ces théories-là. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, entre autres en santé publique, quand on communique, c'est qu'il faut parler à la majorité silencieuse, donc la majorité qui fait toujours confiance à la science, fait toujours confiance au gouvernement, à la santé publique. C'est eux notre auditoire. Il y a très peu de chances que je parvienne à convaincre quelqu'un qui adhère complètement à des théories du complot de le faire changer d'idée ou de modifier parce que c'est très profondément ancré. Puis c'est souvent lié à d'autres phénomènes sociaux, un sentiment d'exclusion. En tout cas, il y a plein de théories en psychologie là, qui s'intéressent à pourquoi on va développer cette vision du monde-là. Mais je pense qu'il faut se rappeler que la grande majorité des gens, ils adhèrent pas nécessairement d'emblée à ces discours-là. Oui, professeur Carignan, les Canadiens sont peut-être plus confiants que les citoyens d'autres pays. Vous êtes intéressé à 7 autres pays. Le chiffre que j'ai sous les yeux, c'est 78% des Canadiens contre, par exemple, 48% chez les Belges qui font confiance donc à leur gouvernement. Est-ce que c'est un bon chiffre et est-ce qu'on est plus confiant ici? Nos chiffres sont très forts au Canada lorsqu'on compare avec les autres pays. Là, sur notre dernière étude de juin, justement, on voit que la confiance était très forte envers le gouvernement. Sans doute qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place rapidement au début de la pandémie qui ont généré cette confiance-là. On a vu une confiance très, très forte, entre autres au Québec, envers le gouvernement provincial dès le début de la pandémie. Les points de presse quotidiens, les efforts qui ont été mis en place pour vraiment faciliter les canaux de communication ont certainement eu un impact sur cette confiance-là. La même chose au niveau fédéral. On a vu aussi une forte confiance là, envers les autorités de santé publique, ce qui démontre le point dont parlait précédemment le professeur Dubé, c'est-à-dire que la majorité de la population est ouverte, veut entendre ce que le gouvernement, ce que la science a à dire, et c'est à eux qu'il faut s'adresser en premier parce que, faut pas fermer le canal de communication avec les gens qui doutent pour essayer éventuellement de pouvoir les raisonner, garder contact, mais c'est pas les gens à qui on parle en premier. Mais oui, en général, la population canadienne a assez confiance dans les autorités officielles. Et ça aide à prouver les mesures et à aller chercher des sources d'informations qui vont être adéquates. Oui, c'est quand même une confiance qui s'effrite un peu. Il y a eu un récent sondage de l'Institut de la confiance dans les organisations. C'est un bris de confiance qui serait aussi envers les journalistes et même la science plus largement chez une fraction de la population. Est-ce qu'il faudrait, plutôt que de pointer du doigt ou se moquer, tenter de rejoindre ces citoyens en expliquant mieux ce qu'on sait et pourquoi on le sait? Certainement, mais c'est pas nouveau. Il y a quand même un gros pourcentage de la population qui est méfiant envers les politiciens. Puis d'ailleurs, dans notre sondage, là, je l'avais peut-être pas mis de l'avant, mais on voit vraiment la différence entre la confiance envers le politique en général, mais la confiance qui est beaucoup plus faible envers les politiciens en tant que personne. Il y a donc une méfiance envers la personne individuelle, même si on croit à la fonction politique. Et ça se reflète aussi dans la méfiance envers les journalistes, envers différentes professions, là, qui est pas nouvelle. On voit dans les sondages depuis des années. Là. Non, c'est pas nouveau. Est-ce que ça a changé depuis juin, Madame Dubé? Est-ce qu'il y a eu une évolution, justement, dans cette... C'est pas ce que nos sondages réguliers indiquent. Il semble que le niveau de confiance demeure généralement fort puis élevé. Je pense que avec tout l'intérêt médiatique autour de la pandémie, c'est certain que les gens peuvent devenir plus méfiants parce que justement, on sait que le travail du journaliste, c'est de créer de l'intérêt, susciter la nouvelle, tout ça. Donc, c'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on va mettre de l'avant certains sujets un peu plus controversés qui vont attirer l'attention. Donc, c'est vrai que les gens peuvent devenir avoir une certaine lassitude puis devenir un peu plus méfiants par rapport à toutes les nouvelles que l'on voit qui sont parfois un peu contradictoires, mais globalement, ce que l'on observe, nous, dans nos résultats, c'est que ça demeure, la majorité demeure là, confiant envers
les mesures prises par les autorités de santé. Oui. Comment on voit la même chose, même si à la longue, il peut y avoir une attitude sur la durée de la pandémie aussi qui joue. Les gens sont un peu fatigués d'entendre parler de la pandémie, d'être dans le contexte de mesures sanitaires qui sont assez strictes. Et ça peut jouer à un long terme sur la confiance. Les gens peuvent se détourner des médias parce qu'ils sont fatigués d'en entendre parler, mais on le voit pas fortement. La confiance demeure très forte, même s'il y a eu des épisodes où on pensait peut-être que la confiance baisserait, par exemple, avec certains problèmes qu'on a vus dans les centres de soins de longue durée, mais ça semble pas trop se refléter là, sur nos chiffres. Oui, les journaux parlent actuellement beaucoup des théories du complot, de complotistes. Est-ce qu'il n'y a pas une manière peut-être de parler de ça qui est peut-être à modifier ou à changer? Est-ce que aussi peut-être les journalistes et les journaux devraient se faire un petit peu un mea culpa de la manière dont on parle des fausses croyances, des complots? Ben, je pense qu'en mettant ces nouvelles-là de l'avant, on risque de peut-être créer des doutes chez les gens qui en avaient pas. Donc, en titrant gros titre 5G, des tours de 5G incendiées parce que les gens croient que c'est lié à la pandémie, peut-être certaines personnes peuvent se mettre à adhérer à cette nouvelle-là. On sait aussi, entre autres, dans mes recherches en vaccination, on sait le pouvoir de la norme. Donc, de mettre trop l'emphase sur les mythes, le fait que certaines personnes ne vaccinent pas, ça a un effet négatif sur l'adhésion globale. C'est toujours préférable de mettre l'accent sur le fait que la majorité des parents vaccinent, que la majorité des parents ont confiance envers les vaccins, plutôt que de, mettre la lumière ou l'accent sur les anti-vaccins, ce qui, je peux comprendre d'un point de vue journalistique ou médiatique, il peut être plus intéressant, mais d'un point de vue de santé publique, c'est moins bénéfique. Oui, professeur Carignan, vous qui travaillez à la chaire d'UNESCO de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme, est-ce qu'il faut en parler ou pas en parler? Et c'est une très bonne question qu'on se pose depuis un moment. Déjà, moi, la première chose qui me rassure, c'est que depuis quelque temps, on travaille entre autres sur les pratiques journalistiques en lien avec la COVID, comment la COVID a affecté les pratiques journalistiques. On a rencontré beaucoup de médias, de journalistes. Et ce qui me rassure, c'est que les journalistes se posent ces questions-là parce que je trouve que déjà de se poser la question, est-ce qu'on couvre trop? Est-ce qu'on fait bien d'en parler? Ça prouve qu'il y a quand même un bon réflexe éthique de la part des professionnels de l'information qui se questionnent, qui veulent savoir s'ils prennent les bonnes décisions. Ça me rassure beaucoup. Je crois que c'est important de parler de phénomènes qui sont quand même présents en société. On a vu des manifestations qui comptaient un nombre important de participants. On peut pas les ignorer, évidemment. Là où je suis plus méfiante, réticente, disons, c'est l'attention qu'on accorde à certains porte-parole, certaines personnes qui alimentent, par exemple, des chaînes YouTube ou des réseaux sociaux qui vont traiter de thèses conspirationnistes en mettant vraiment l'accent sur la personne. On lui donne aussi une notoriété qui peut être dangereuse, un peu comme donner une notoriété à quelqu'un qui a posé un acte qui peut être questionnable ou à une figure radicale. Ça peut attirer aussi des gens à aller voir son message. Donc, donner trop d'attention aux personnes qui représentent vraiment ces mouvements-là, c'est toujours délicat. Je pense que c'est mieux de parler du phénomène que de parler des individus en tant que tels, de trop personnaliser le débat pour pas attirer justement l'intérêt vers ces personnes-là. Et enfin, un autre point, par contre, que je trouve important, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait pendant la pandémie qui est une vérification des faits. Les décrypteurs, justement l'agence Science Presse, la FPJQ ont mis en place différentes initiatives de vérification de faits. Et ça, c'est vraiment important parce que les gens qui eux n'adhèrent pas nécessairement à des visions complotistes des choses, mais doutent, voient une nouvelle passer, se demandent est-ce que c'est vrai ou pas? Oh, ça semble peut-être vraisemblable, ce médicament-là, ou justement l'impact du 5G dans la pandémie. Et d'avoir des journalistes qui vont aller vérifier les faits, les mettre en perspective, devient vraiment important parce que si je vais sur un moteur de recherche, je vais pas juste voir toutes les fausses nouvelles ou les rumeurs sur un phénomène, mais je vais aussi avoir de l'information qui est beaucoup plus factuelle, nuancée et mise en contexte, qui va peut-être aider une personne qui, elle, n'adhère pas à une vision totalement complotiste des choses, mais doute sur une nouvelle, ben là, va aller voir, finalement, là, je comprends avec la mise en contexte que c'est pas nécessairement fiable, là, cette information-là. Oui, parce que les gens sont de plus en plus informés, de plus en plus éduqués. C'est pas les gens qui embarquent dans quelques croyances. C'est pas par un manque d'éducation ou un manque d'information. C'est souvent parce qu'elles le sont trop et de manière diverse et qu'on n'arrive plus à choisir quelle est la bonne source. C'est ça, Madame Dubé?
Je vais parler de la vaccination parce que c'est ce que je connais le mieux. Ce qu'on voit, c'est que les parents qui hésitent sont souvent des parents très bien éduqués qui vont chercher à s'informer beaucoup et qui vont être très méfiants envers les évidences scientifiques qui ne prendront rien pour acquis. Je pense qu'il y a des différences de ce que je comprends puis je connais de la pensée complotiste ou des gens qui adhèrent à la pensée complotiste où est-ce que là, c'est plus lié à un phénomène d'exclusion sociale, de perte de repères, d'incertitude, peut être aussi une forme de narcissisme de ce que je connais. Donc, il y a des différences, puis je pense qu'on peut pas amalgamer tout ensemble. Je pense qu'il y a une différence entre être méfiant envers les vaccins puis adhérer à des théories du complot. Quoique ces deux mouvements-là, ce qui est perceptible dans la pandémie, c'est que il y a une espèce de récupération de l'un et de l'autre pour alimenter ce mouvement-là en allant chercher d'autres adeptes. Donc, on voit des liens très directs entre être contre le masque et promouvoir un discours là, contre les vaccins. Et contre la science aussi. Donc, que faire? Peut-être un dernier mot pour terminer. Et c'est quoi la solution? Parler, pas parler, parler plus de la majorité, si je comprends bien. Peut-être éduquer, parler, vérifier les faits. Est-ce que j'oublie des choses, peut-être, professeur Carignan? Non, je pense qu'il y a déjà justement à mettre l'accent sur l'éducation aux médias, la vulgarisation scientifique, réfléchir à l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire parce que cette pandémie-là a remis en lumière un problème qui existait déjà avant, mais le manque de financement des médias qui était très présent s'est encore exacerbé avec la perte de revenus publicitaires. Les médias d'information demeurent, à mon sens, une source vraiment essentielle d'information pour venir contrebalancer un certain niveau de désinformation. Comment on va refinancer les médias, à quel point on doit investir en tant que société dans les médias va demeurer là, un point à aller fouiller avec aussi tous ces aspects d'éducation aux médias, d'information nuancée dont on parle depuis quelques minutes. Oui, en mode solution, Madame Dubé, pour terminer. Je dirais que la santé publique aussi, c'est devoir à faire en termes de stratégie de communication pour justement comment rejoindre ces gens-là, comment informer les gens, intervenir dans les médias sociaux, investir les médias sociaux pour pas laisser un vide. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y aurait probablement lieu à améliorer les stratégies de communication web des autorités de santé. Oui, d'aller sur TikTok et Snapchat et tout ça, là. C'est ça? Exact. Toutes ces affaires qu'on ne connaît pas en tant que vieille personne de la santé publique comme moi. Entendu. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Ève Dubé, anthropologue médicale à l'Institut national de santé publique du Québec, et de Marie-Ève Carignan, professeure agrégée au département de communication de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. On va mettre le lien et vers vos études et le lien vers la chaire de l'UNESCO sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent pour que les gens puissent aller fouiller tout ça et s'informer. Merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Prenez soin de vous et de vos proches et restez sur Radio VM, bien informés. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse, ainsi que toutes les autres tout au long de la semaine ou simplement la fin de semaine, comme vous voulez. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette émission si vous l'avez aimée. Portez-vous bien, bonne semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique.